La nuit tombait sur Londres, et je me sentais rassasiée de la vie urbaine. Je me préparais à une nouvelle aventure avec mon ami Sherlock Holmes. Nous étions assis à prendre notre petit déjeuner, mon épouse et moi, lorsque la bonne entra avec un télégramme à la main. Je reconnus l'écriture nerveuse et penchée de mon vieil ami Sherlock Holmes. Le message était concis, comme à son habitude. Avez-vous quelques jours devant vous? Je viens de recevoir un appel du sud-ouest de l'Angleterre à propos de la tragédie de Boscombe Valley. J'apprécierais beaucoup que vous m'accompagniez. Air et paysages splendides. Départ de Paddington à 11h15. SH. Ma femme me regarda avec des yeux doux et me demanda, « Qu'en dis-tu, mon chéri? Veux-tu y aller ?» Je restai un instant indécis, mais elle me fit comprendre que je devais partir. Je n'avais pas le choix, et je savais que Sherlock Holmes ne me laissait pas le loisir de me désister. Je me précipitai pour préparer mes affaires, et moins d'une demi-heure plus tard, je me retrouvai installée dans une voiture de fiacre, ma valise à mes pieds, filant à travers les rues de Londres en direction de la gare de Paddington. Quand je sortis de la gare, je vis Holmes arpentant le quai avec son allure anguleuse et nerveuse, sa silhouette haute accentuée par un manteau de voyage gris et un bonnet de tweed bien ajusté. Il me vit, accéléra le pas et me serra la main avec chaleur. « C'est vraiment très aimable à vous, Watson, dit-il. Votre présence me sera d'une grande utilité, l'aide locale est soit incompétente, soit partielle. » Il me fit comprendre que nous allions nous rendre dans un quartier rural du Hertfordshire, à proximité de la ferme de Hatterley, où avait lieu la tragédie. Nous eûmes la chance d'avoir un compartiment pour nous seuls, si l'on accepte une montagne de papiers et de journaux que Holmes avait amenés. Il se plongea immédiatement dans leur lecture, notant parfois quelques observations sur un carnet, méditant longuement, puis replongeant dans les colonnes d'actualité. Ce n'est que bien après qu'il roula les journaux en boule et les lança sur la grille à bagages au-dessus de nos têtes. « Avez-vous entendu parler de l'affaire ?» nous demanda-t-il enfin. Je répondis que non, que je n'avais pas ouvert un journal depuis plusieurs jours. La presse londonienne n'avait pas encore publié de compte-rendu détaillé. Holmes me laissa parler, puis il me dit, « L'affaire semble, à première vue, d'une simplicité trompeuse. Un de ces cas où la clarté apparente masque la véritable complexité. Cela semble paradoxal. Et pourtant, c'est souvent ainsi. » Il me raconta l'histoire de l'affaire. Boscombe Valley se trouvait non loin de Ross, dans le Hertfordshire. Le plus grand propriétaire terrien du coin était un certain John Turner, qui avait fait fortune en Australie. Il était revenu en Angleterre il y a quelques années et avait loué l'une de ses fermes, à Thorley, à un autre ancien Australien, Charles McCarthy. Le père et le fils vivaient ensemble dans la ferme, avec 2 domestiques. Le 3 juin dernier, lundi, Charles McCarthy était parti de chez lui vers 3 heures de l'après-midi pour se rendre à Boscombe Pool, un petit lac formé par l'élargissement d'un ruisseau. Il avait passé la matinée à Ross avec son domestique, à qui il confia qu'il avait un rendez-vous important. Ce fut sa dernière sortie. Holmes me regarda avec un air pensif. 2 personnes l'ont vu sur le chemin du lac. Une vieille femme, non nommée, et William Crowder, un garde-chasse de Turner. Tous 2 attestent qu'il marchait seul. Crowder, peu après, a vu James McCarthy se diriger dans la même direction, armé d'un fusil. Je restai silencieux, attendant que Holmes continue. Il me dit, le corps gisait sur l'herbe, non loin de l'eau. Le crâne avait été broyé à coups répétés par une arme contondante. Le fusil du jeune homme fut retrouvé à quelques pas du cadavre, ce qui laisse supposer que la crosse sans bois pourrait avoir servi à porter les coups. Holmes se redressa dans son siège, les doigts entrelacés sur ses genoux. Dans ces conditions, James McCarthy fut arrêté sur le champ. Le lendemain, mardi, le verdict du coroner fut meurtre avec préméditation. Mercredi, il comparut devant les magistrats de Ross qui renvoyèrent l'affaire aux prochaines assises. Je hochai lentement la tête. Méditatif, c'est une affaire accablante.
Si jamais les indices circonstanciels ont pointé vers un suspect, c'est bien ici. Tout semble converger vers le fil. Holmes eut un sourire énigmatique. Les indices circonstanciels sont de nature capricieuse, dit-il. Ils peuvent sembler pointer dans une direction avec une implacable logique, jusqu'à ce que l'on change d'angle d'observation. Vous pouvez alors découvrir qu'ils désignent tout aussi rigoureusement une toute autre possibilité. Il sortit un carnet de notes de sa poche intérieure. Il y a quelques points annexes soulevés lors de l'enquête du coroner qui méritent réflexion. Lesquels? Il me regarda avec des yeux pétillants. L'arrestation du jeune homme n'a pas eu lieu immédiatement. De retour à la ferme, lorsque l'inspecteur lui annonça qu'il était en état d'arrestation, il déclara calmement que cela ne l'étonnait pas et que ce n'était, je cite, que ce qu'il méritait. Je me redressai. Voilà qui ressemble à un aveu. Mais non, dit Holmes, les yeux pétillants. Cette acceptation résignée me semble au contraire plaider pour sa sincérité. Je restai pensif, songeant à l'affaire. Beaucoup d'hommes ont été pendus avec moins que cela et beaucoup ont été pendus à tort. Holmes me tendit un journal plié. Voici sa déposition, parue dans la Gazette de Hertfordshire. Lis-la donc, Watson. Tu y verras quelques détails intéressants. Je pris le journal que Holmes me tendait, le dépliai soigneusement et repérai l'article encadré d'un trait noir. Il s'agissait d'un compte-rendu de l'audience du coroner, plus précisément du témoignage de James McCarthy, le seul fils du défunt. Je me calai contre la banquette du compartiment, le bruit cadencé du train en fond sonore, et commençai ma lecture à haute voix. Il était un jour, dans les vallées verdoyantes de Stroud, que j'arrivai à la ferme de mon père, à Boscombe Valley. Mais il n'y était pas. La domestique me dit qu'il était parti à Ross avec John Cobb, notre cocher. Peu après, j'entendis les roues de la voiture dans la cour, et je vis mon père descendre précipitamment du fiacre et quitter la cour d'un pas vif. Je ne compris pas où il allait. Je pris mon fusil et sortis en direction du Boscombe Pool, avec l'intention de visiter le garenne à lapin qui se trouvait de l'autre côté de l'étang. Je marchais, les yeux fixés sur le sol, lorsque je croisai William Crowder, le garde de chasse, qui confirma plus tard dans son témoignage qu'il m'avait vu. Mais il se trompait, car je ne savais pas qu'il était derrière moi. À environ 100 mètres du lac, j'entendis un cri, « Coué !» C'était un signal habituel entre mon père et moi. Je me suis avancé rapidement et le trouvai près du bassin. Il parut surpris de me voir et me demanda sèchement ce que je faisais là. Nous engageâmes une conversation qui dégénéra bientôt en querelle. Mon père avait un tempérament très colérique. Je craignais qu'il ne perde tout contrôle, et je quittai les lieux pour me rendre à la ferme. Je n'avais pas parcouru plus de 150 mètres lorsque j'entendis un cri épouvantable. Je me retournai et retrouvai mon père agonisant au sol, le crâne ensanglanté. Je laissai tomber mon fusil et le pris dans mes bras, mais il mourut presque aussitôt. Je restai quelques instants à genoux, puis courus jusqu'au pavillon du gardien pour chercher de l'aide. Je n'ai vu personne aux alentours. Mon père n'était pas un homme très apprécié, il était distant. Froid, mais je ne lui connaissais aucun ennemi. Voilà tout ce que je puis dire. Je relevai les yeux vers Holmes, qui écoutait attentivement. Le coroner me posa des questions, notamment sur les paroles prononcées par mon père avant de mourir. Je lui répondis que j'avais entendu quelque chose en rapport avec un rat, mais que je n'avais pas compris. Le coroner me demanda également ce que j'avais fait juste avant de trouver mon père. Je lui dis que j'avais marché jusqu'à environ 100 mètres du lac, puis que j'avais entendu le cri « Coué ». Le coroner me demanda pourquoi mon père avait lancé ce cri avant même de me voir. Je répondis que je n'en savais rien. Le coroner me demanda également si j'avais remarqué quelque chose de suspect lorsqu'il était mourant. Je lui dis que j'avais aperçu quelque chose de gris, peut-être un manteau ou un plaid, mais que cela s'était évanoui lorsque j'avais regardé à gauche. Le coroner me demanda si j'étais sûre que cela avait disparu avant que je ne parte chercher de l'aide. Je lui dis que oui, que cela avait disparu pendant que je tournais le dos.
Le coroner hocha la tête et me dit que je devais bien réfléchir à tout cela. Je repliai le journal et le posai sur la tablette. Holmes ne dit rien, il se contenta d'étirer ses jambes et de s'enfoncer dans son siège, les yeux fixés au plafond. Le coroner m'envoya paître, disant que je devais bien réfléchir à tout cela. Je me sentis perdue, mais je savais que je devais continuer. Je me levai et sortis de la pièce, cherchant à me ressourcer. Je marchai dans les rues de Ross, essayant de me souvenir de tout ce que j'avais vu et entendu. Mais mes pensées étaient confuses, et je ne savais pas quoi faire. Je me sentais comme si j'étais prisonnier dans un labyrinthe, sans issue. Je me retournai et me dirigeai vers l'auberge Hereford Arms, où je rencontrai un homme mince et nerveux, vêtu de vestes poussiéreuses et de guêtres de cuir. Il me dit qu'il était de Scotland Yard et qu'il avait entendu parler de moi. Il me dit qu'il avait commandé une voiture et qu'il m'attendait. Je me sentis soulagée, car j'avais besoin de parler à quelqu'un de la mort de mon père. L'homme me dit qu'il savait que je ne serais pas tranquille tant que je n'aurais pas mis les pieds sur la scène du crime. Il me dit que je devais aller voir la jeune femme qui était impliquée dans l'affaire. Je la rencontrai enfin à l'auberge, et je compris qu'elle était impliquée dans la dispute entre mon père et moi. Elle me dit que mon père voulait à tout prix qu'elle épouse James McCarthy, mais qu'elle refusait. Je compris que cela était à l'origine de la querelle. Je me demandais comment cela pouvait être lié à la mort de mon père. Mais la jeune femme me dit que mon père était mortellement blessé et qu'il ne pourrait pas parler. Je fis des remarques, mais elle me dit que je devais la croire. Je me sentis soulagée, car je savais que je devais trouver l'assassin de mon père. Je demandai à la jeune femme si elle savait qui avait pu le faire, mais elle me dit que non. Je compris que je devais chercher l'assassin moi-même. Je me sentis déterminée à trouver la vérité. Je me levai et sortis de l'auberge, cherchant à me ressourcer. Je me dirigeai vers la gare, où je rencontrai Holmes et l'homme de Scotland Yard. Ils me dirent qu'ils allaient partir pour Hereford, pour voir James McCarthy. Je les accompagnai jusqu'à la gare, puis errai un moment dans les rues calmes de la petite ville. De retour à l'hôtel, je tentai de lire un roman, mais le mystère de Boscombe Valley hantait mes pensées, reléguant toute fiction à l'insignifiance. Le soleil commençait à se coucher sur la campagne when he settled into my armchair, lost in tube try to make sense of the strange case. Holmes returned to our private salon at the Hereford Arms, his face a picture of fatigue mixed with intense concentration. The barometer. I said, glancing out the window. It's essential that it doesn't rain before we've had a chance to examine the scene. He crossed his leg and leaned back in his chair, his eyes never leaving me. So, what did you learn? Yasked, IGR for an new information. You've seen the young McCarthy? Yes, I've seen him, et replié. But I've learned nothing. Nothing at all, nothing that isn't already known. At one point, he took he was protecting someone, that knew the killer and was keeping his name secret. But I'm convinced now that he's just a lost as a author. He has not a sharp mind, but he has a good heart. And, Watson, he was utterly besotted with Monsieur. He raised an eyebrow. That does make the alleged aversion to marriage interesting, he said. Holmes' eyes clouded over, and decided. Exactly. That is the root of the matter. A lover to distraction. But 2 years ago, in a moment of madness, before he really knew her, he became involved with a barmaid from Bristol. They got married in a registry office. No one ever knew. Imagine his despair when he is accused of refusing a marriage in Longford, but knows it's impossible. H.S. Fater, a hard and inflexible man, would have disowned him if he learned the truth. Was it with this woman that he spent those 3 days in Bristol? He asked. Exactly, Holmes replied. But here's the new development, and it's crucial. The woman,
learning through the newspapers that James is accused of murder, wrote to tell him she'd already married orator, had a living husband at Bermuda Socar prison. The marriage is therefore nul. Isn't that ironic? L'idée set him free. He sat in silence for a moment, digesting the information. If the young man is innocent, who is the killer? He asked finally. Holmes leaned forward, his eyes glinting with intensity. That is the real question. Two facts in particular have caught my attention. Firstly, McCarthy had a meeting at the Boscombe Pool, and it wasn't with his son, since the boy had just returned from Bristol and his father was unaware of his presence. Secondly, the deceased cried out, "Quay," before even seeing James. This cry wasn't directed at his son. En australien exclamation, Ayu pointed out. This implied that the person waiting was also a old colonist, and that reduced the pool of suspects. He pulled out the map Holmes had spread on the table and examined the location with him. Look at this, he said, pointing to a specific spot. If we cover this part of the name, what do you read? Ah, he replied. And now? Ballarat. Ah, yes. That is what the man was trying to say I died. He was trying to indicate his killer, someone from Ballarat. But his son only heard the end, Ra. It wasn't a delirium or nonsense, it was the beginning of a confession. He felt a shiver run down my spine. And now, Watson, we know that the killer is a man who lived in Ballarat, who wore a grey cloak, according to the boy's testimony, and knew the route to the Boscombe Pool. That means he was familiar with the area. And the grey cloak James took the service the killer's cloak that he returned to collect when the boy's back was turned. It took courage to return so close to the crime scene. But that is explainable if the cloak contained compromising evidence. We set off early the next morning in the Estrades carriage, bound for Atterley Farm and the Boscombe Pool. There are grave news this morning, the Estrade said as we rode along the Edgelined Road. It's said that Monsieur Turner, of the manor, is so his life is in danger. A old man, I suppose, around 60. His body worn out by a lifeboat. His health had been declining, and this case has finished him off. Ah, interesting, he observed. And there was a great benefactor, here. Yes, he was, Holmes replied. He gave Atterley Farm to McCarthy a gift. And it's said that Turner helped McCarthy in many ways money, land, support. Everyone in the area says so. We arrived at the farm, a large, two-story building with a slate roof and grey stone walls. The windows were all shuttered, and the chimney worked, if death itself still large. Holmes asked to be shown the boots the master had worn on the day of the murder, as well as another pair belonging to the son. He measured the soil carefully and then asked to be taken to the courtyard. From there, we followed a winding path through the meadows to the Boscombe Pool. Holmes walked, his soul being seemed to vibrate with an animal energy. Achilles' face darkened, his brows furrowed, his eyes gleamed like steel. He moved quickly, some of him stopping dead, some of him taking swift turn through the tall grass. Lestrade and he followed him, the latter looking skeptical, while he observed with a mix of fascination and confidence each of Holmes' gesture, convinced that every detail, no matter how small, had significance for him. The Boscombe Pool was a small lake surrounded by reed and woods. On the farm side, the woods were dense. A narrow strip of damp grass stretched between the trees and the water. That is where Lestrade showed us the exact spot where the body had been found. The damp soil still bore the marks of the corpse.
Holmes began to circle the area like a blue dawn. What were you doing at the lake? Suddenly asked Lestrade. He was searching with a rack, just in case the murder weapon had been thrown in. But how did you guess that? Your left foot, turned downward, left a very distinctive mark, Holmes replied. It disappeared into the reed. You didn't have time to waste on your clumsiness. Here, 3 sets of prints from the same foot. 2 times walking, once running. This confirms the boy's story. There, the father's footstep, going and returning. And here, the gun butt planted in the ground. And what is this? Print on the point of the foot, square, wide, unusual. They come, they go, and come again, probably to retrieve the cloak. But from where did it come? Holmes followed the tracks, some met him running, some met him stopping dead, some met him bound to examine the undergrowth. He picked up a small stone and put it in his pocket. That is the pavilion of the guard, he said, straightening up. I'll speak tomorrow and write a little note. Joins le carriage, Watson, I'll meet you there in a minute. 10 minutes later, we set off again, Holmes still holding the stone. This will interest the Lestrade, he said, handing it over. It's the stone that was used to commit the crime. Ici no trace. There isn't any. But the grass had grown beneath it. It matches the wound exactly. And there's no other object that could have caused this. And the killer, a tall, left-handed man with a bad leg, who wear thick-soled boots, a grey cloak, smoke Indian cigar with a cigar holder, and a chasse adult knife. Lestrade burst out laughing. Forgive me, lui remain skeptical. These are interesting theories, but it will take more than that to convince a British jury or a circle of detectives. Oui, LLC, Holmes said calmly. You follow your method. I'll follow mine. I'll be occupied this afternoon and probably back in London tonight. And you're leaving the case in limbo? No, it's closed, Holmes replied, his eyes still distant. We returned to our hotel, where lunch awaited us. Holmes sat a little, lost in thought, his gaze far away, half weighing the consequences of un invisible act. Les lumières du salon flottaient doucement, projetant des ombres dans la nuit. Je me suis assis, comme me l'avait demandé, et j'ai allumé un cigare. Holmes avait besoin de parler, il avait besoin que je l'écoute. Il me regarda fixement, son regard perçant comme toujours. Watson, asseyez-vous là, je vous prie. J'ai besoin de parler et j'aimerais connaître votre opinion. Allumez un cigare et laissez-moi exposer les faits. Je me suis exécuté sans hésiter. Il y avait 2 points qui l'avaient immédiatement interpellé dans le témoignage du jeune McCarthy. Le premier était que son père avait crié « Couille !» avant même de savoir que son fils était là. Le deuxième était la référence étrange à Ara dans ses derniers soupirs. « Pour vous, ces faits l'incriminent, répéta-t-il. Pour moi, il le disculpe. Supposons donc, comme hypothèse de travail, que ce qu'il dit est vrai. » Je répondis, « Soit, mais le cri, alors ?» Il n'était pas adressé à James, évidemment. Le père ne savait pas qu'il était revenu de Bristol. Il s'agissait donc d'un signal destiné à la personne avec laquelle il avait rendez-vous. Holmes sortit une carte froissée de la colonie de Victoria et la posa sur la table. J'ai télégraphié hier à Bristol pour l'obtenir. Voyez ici, dit-il en couvrant la moitié du mot avec sa main. Que lisez-vous? Ah! Il découvrit le reste. Ballarat. McCarthy tentait de dire Ballarat. Il essayait de nommer son assassin. Il n'avait pu prononcer que les 2 dernières syllabes. Voilà l'explication. L'assassin est un homme de Ballarat. Je demeurai un instant sans voix. Cela paraît évident, murmurai-je.
Et maintenant, poursuivit Holmes, récapitulons. Nous cherchons un homme lié à Ballarat qui connaissait McCarthy, qui portait un manteau gris, selon la vision fugace du fils, qui fumait des cigares indiens avec un porte-cigare, et qui était suffisamment familier des lieux pour se mouvoir sans éveiller de soupçons. La porte de notre salon s'ouvrit et le garçon d'hôtel annonça, Monsieur John Turner. Un homme imposant entra lentement, boitillant lourdement. Sa stature était massive, mais son visage, raviné et cireux, témoignait d'une souffrance prolongée. Sa barbe grise était emmêlée, ses yeux creusés. Pourtant, une certaine autorité se dégageait de son port altier. Holmes l'accueillit avec calme et respect. « Asseyez-vous, monsieur Turner. Vous avez reçu le mot ? » ?»« Oui, mon gardien me l'a remis. »« Vous souhaitiez me voir discrètement afin d'éviter le scandale. » L'homme hocha lentement la tête. « Oui, dit-il d'une voix rauche. Vous savez tout. À présent, je n'ai plus de force pour lutter. Mais je vous jure une chose, je n'aurais jamais laissé le jeune McCarthy être condamné. J'aurais tout avoué avant le verdict. J'écoute, hébété, comme Holmes exposait les faits. Turner souffrait de diabète depuis des années. Il préférait mourir chez lui que derrière les barreaux. Alors oui, il allait me dire la vérité. Vous ne connaissiez pas cet homme, McCarthy. C'était un démon, un maître chanteur. Il a ruiné ma vie. Nous nous sommes connus en Australie. Je ne puis suivre plus loin. Les mots se mélangeaient dans ma tête, les émotions se bousculaient. Je voyais les ombres de Turner, les cicatrices de son passé, les souffrances qu'il avait endurées. Holmes déposa sa plume. Je ne suis pas juge. Et vous êtes déjà condamné par un mal plus puissant que la justice des hommes. Si James McCarthy est condamné, j'utiliserai votre confession. Sinon, elle restera secrète. Turner se leva lentement, titubant. Dieu vous bénisse, murmura-t-il. Vous avez apporté la paix à un vieil homme. Lorsque Turner quitta notre chambre d'hôtel, Holmes et moi restâmes un moment en silence, chacun absorbé par la confession que nous venions d'entendre. Le pas traînant du vieil homme s'éloigna lentement dans le couloir, puis s'évanouit, ne laissant derrière lui qu'un lourd sentiment de fatalité. Le destin jouait de tels tours aux âmes humaines. Je songeais aux paroles de Richard Baxter. Là, sans la grâce divine, irait Sherlock Holmes. Mais Holmes savait écouter les silences, lire les traces invisibles, comprendre les âmes blessées. Les jours suivants, James McCarthy fut acquitté. Le jury fut sensible aux incohérences relevées par Holmes et transmises à l'avocat de la défense. L'absence de mobile explicite, le cri, COE, la vision d'un manteau gris, le fait que le coup fatal avait été porté par derrière, autant de détails qui, habilement présentés, semèrent le doute dans les esprits. Aucun témoin ne pouvait prouver la culpabilité du fils. Les charges s'effondrèrent. James, blanchi, retrouvera sa liberté. Il fut bouleversé d'apprendre que M. Nair n'avait jamais douté de lui. Il lui promit, devant Holmes et moi, qu'il referait sa vie à la hauteur de la confiance qu'elle lui avait témoignée. Nous n'avons jamais révélé l'histoire de son mariage secret à la barmaid. Ce point, Holmes jugea bon de l'enterrer avec le reste. Quant à John Turner, il vécut encore 7 mois après notre entretien. Il resta alité jusqu'à la fin, veillé chaque jour par sa fille, qui ne sut jamais rien de la vérité. Il mourut paisiblement dans son lit, la conscience l'avait, sachant qu'il avait sauvé la vie d'un jeune homme, par là même, l'avenir de sa fille. Avant sa mort, Holmes s'enquit régulièrement de son état, mais n'eut jamais à produire sa confession. Il la brûla, comme il me l'avait promis, dans le feu de notre appartement de Baker Street, un soir d'automne silencieux. Il y a des vérités, Watson, me dit-il ce jour-là, qui ne servent qu'à blesser ceux qui n'en ont jamais été les auteurs. Le passé de Turner est un crime, certes, mais sa vie depuis son retour en Angleterre fut celle d'un homme racheté. Je n'ai aucune envie d'être l'instrument qui viendrait troubler la paix qu'il a su construire à force d'efforts et de souffrances.
Je l'approuvais de tout cœur. Le souvenir de cette affaire m'est resté longtemps. Elle fut pour moi la démonstration éclatante du pouvoir de l'observation méthodique, mais aussi du discernement moral dont Holmes faisait preuve. Le mystère de Boscombe Valley avait trouvé sa clé non dans un revolver ou une lettre compromettante, mais dans une parole inachevée, un simple A, et dans une tache d'herbe foulée à la lisière d'un bois. Et c'était là toute la grandeur de mon ami. Il savait écouter les silences, lire les traces invisibles, comprendre les âmes blessées. Lorsque, quelque temps plus tard, je reçus une lettre de James McCarthy m'annonçant qu'il gérait désormais une ferme au Canada, loin de tout scandale, et qu'Alice Turner allait bientôt le rejoindre, je l'ai lu à Holmes. Il sourit simplement et dit, voilà une affaire qui finit mieux qu'elle n'avait commencé. Puis il replongea dans son manuel de cendre de cigare, comme si rien de tout cela ne l'avait ému. Mais moi, Watson, je ne pus m'empêcher de songer que derrière le masque du logicien, il y avait un cœur juste, discret et infiniment humain. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, tu peux toujours revenir ici, chaque fois que tu as besoin d'un instant pour toi, pour te détendre, ou juste écouter une belle histoire. Prends soin de toi, et surtout, n'oublie pas que chaque jour est une nouvelle page à écrire. Je te dis à très bientôt pour une autre histoire, un autre voyage. Bonne nuit et fais de beaux rêves.